Bonsoir à tous. On l'appelle parfois péjorativement salle de shoot, un terme pas vraiment apprécié par les professionnels de la santé qui parlent plutôt, eux, d'une salle de consommation de drogue à moindre risque. Il n'y en a qu'une pour l'instant en Belgique. Elle est située à Liège et est ouverte depuis 2018. Mais une infrastructure de ce type ouvrira dans quelques semaines à Bruxelles, en plein cœur du quartier Lémonier. Alors évidemment, l'ouverture d'un service comme celui-là, d'une infrastructure comme celle-là, ça pose beaucoup de questions et on va tenter d'y répondre dans cette émission. Nous avons réuni plusieurs protagonistes de ce projet. D'abord Bruno Valkeners, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la SBL Transit, un des gestionnaires de la future salle de consommation. Je disais une ouverture prévue puis retardée. On dit quelle date maintenant, Bruno ? On dirait qu'on est sur le plus vite possible, mais fin février, début mars. Ouais. Et donc c'est le fruit d'une longue attente, hein. Ça fait très très longtemps qu'on l'annonce, hein, cette salle de consommation à moindre risque. Oui, il y a donc une volonté d'emblée de la ville de Bruxelles d'ouvrir ce type de dispositif. Donc on y travaille depuis la nouvelle législature au niveau de l'accord de majorité au niveau de la ville. Donc ça fait un certain temps. Et puis au-delà de ça, il y a aussi tout un travail scientifique de plaidoyer qui est mené aussi par le secteur depuis maintenant plus d'une décennie. Oui, puisqu'en Suisse, on va dire que ça a ouvert en 1986, la première salle de consommation à moindre risque. Alors nous, on n'a pas pu la filmer, celle de Bruxelles, pour l'instant, mais nous avons des images de la salle de consommation de Liège, qui, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, a ouvert ses portes en 2018. Alors on voit là quelques images. Bruno, alors l'implantation bruxelloise, elle va ressembler à celle de Liège, des petites cellules où on peut consommer. Au niveau de tout ce qui concerne poste de consommation, on a, je dirais, une architecture plutôt universelle à travers tous les dispositifs à travers le monde et en Europe. Pour le reste de ce qui gravite autour, parce qu'une salle de consommation, c'est pas seulement des espaces de consommation, hein, c'est tout un accueil spécialisé, pluridisciplinaire. C'est un espace aussi de soins dans lequel s'inscrivent des espaces de consommation. Donc il y a tout ce qui gravite autour, comme dans n'importe quel centre, hein, salle d'attente, salle de repos, locaux pour des entretiens, que ce soit des entretiens de remise en ordre socio-administrative avec des assistants sociaux, des consultations médicales, des premiers soins, etc. Et donc globalement, les salles se ressemblent à peu près tous, hein. Elles ont toutes ce côté qui permet un accueil hygiénique, convivial et professionnel. Mais évidemment, elles vont être différenciées en fonction de l'architecture de chaque bâtiment et des aménagements qui y sont faits. Le but, c'est que tout soit mis en œuvre pour que le soin soit accessible et aussi que les usagers puissent s'approprier le lieu, parce que c'est important pour établir du lien social et un lien de confiance pour pouvoir aborder les différentes problématiques liées aux assuétudes. Voilà, et ces images, ce sont des images de nos confrères d'RTC Télé Liège. Nicolas Leonardi, bonsoir. Vous êtes directeur de la maison d'accueil socio-sanitaire de Bruxelles qu'on appelle MAS. Elle est située juste en face de cette future salle de consommation. Vous allez y intervenir, en tout cas vos équipes. Votre rôle, ce sera quoi ? Très différent de celui de la maison d'accueil ? Alors, en tout cas, c'est l'apport de l'expertise de la maison d'accueil et ce sera une équipe à part entière au sein même du dispositif de la salle de consommation à moindre risque, au premier étage pour être précis. Et donc, ce sera un accueil vraiment basé sur l'accessibilité aux soins. Donc, vraiment, les usagers qui fréquenteront la salle seront libres d'ouvrir la porte avec et sans rendez-vous, pour des consultations d'orientation vers le soin, la première ligne, des consultations sociales, des orientations vers la deuxième ligne, des soins de plaie, et alors un volet particulier autour du dépistage hépatite C, parce qu'il faut savoir que l'usage de drogue, en particulier en intraveineuse, est un des facteurs principaux à risque pour cette maladie. Oui. Alors Éric Husson, bonsoir, vous êtes directeur du projet LAMAS, c'est une prise en charge des usagers de drogue. Alors, qu'est-ce que cette infrastructure-là, la salle de consommation à moindre risque, va apporter en plus par rapport à d'autres dispositifs de prise en charge qui existent déjà, selon vous ? À notre niveau, c'est vraiment une réponse de santé supplémentaire qui arrive sur le terrain bruxellois. C'est un dispositif qui vient compléter un ensemble d'institutions, donc une filière de prise en charge qui va de la prévention à l'hospitalier, mais on n'avait pas à Bruxelles de salle de conso, et je pense que ça va permettre à nos patients qui sont encore pour certains dans des dynamiques de consommation, de trouver un espace sécurisé,
bienveillant, accueillant, hospitalier, dans lequel ils vont pouvoir rencontrer des professionnels et dans lequel ils vont pouvoir préserver leur santé. Donc pour nous, c'est vraiment un lieu qui va être un lieu important, un lieu pivot sans doute dans la prise en charge des usagers de drogue, d'héroïne ou de cocaïne, de crack à Bruxelles. Et donc on se réjouit de l'avoir arrivé et on salue aussi l'effort de nos collègues et leur ténacité dans la mise sur pied du dispositif. Oui. Alors vous m'avez parlé en préparant cet entretien, Bruno, de la salle comme un point d'ancrage, et donc il y a d'abord une limitation du risque sanitaire, mais pas que. Vous m'avez dit on va essayer de raccrocher des personnes qu'on a perdues. Ben, effectivement, en fait, quand on parle de cette salle de consommation comme un chaînon manquant, c'est-à-dire que ça vient compléter des dispositifs qui existaient déjà aujourd'hui. Il y a l'échange de seringues qui s'opère à travers des comptoirs, notamment pour limiter la propagation de maladies infectieuses. Mais il nous manquait le lieu pour consommer, c'est-à-dire qu'on se retrouvait parfois même sur des questions déontologiques. On donnait du matériel à des personnes, chez nous par exemple, sur 7500 passages au comptoir, 40% de ces passages se traduisent par des consommations dans l'espace public. Et on le savait puisqu'on nous le dit. Et on n'avait pas ce dispositif qui permettait d'avoir une consommation dans un espace plus sécurisé. Alors pourquoi des consommations dans l'espace public ? Parce qu'évidemment, le public qui consomme dans l'espace public ne le fait pas de gaieté de cœur, c'est parce qu'ils n'ont pas de chez eux pour consommer et non que la rue pour consommer. Et donc c'est vraiment ce chaînon manquant qui vient s'inscrire dans ce trajet de réduction des risques, avec l'avantage en plus, puisqu'on leur offre un service duquel ils peuvent tirer beaucoup de satisfaction en termes de santé et de lien social, ben ça crée ce point d'ancrage qui va permettre d'amener des discussions sur des parcours, des trajectoires de soins, ce qui n'est pas possible en rue, évidemment, quand on a comme seule perspective de retourner à la rue. Oui. Et ça peut amener aussi sur une aide au logement, une aide à la remise en ordre socio-administratif, parce que refaire des papiers, avoir la possibilité de recourir à ses droits en termes de santé, c'est important aussi dans une démarche de responsabilisation, de citoyenneté et d'aller vers un mieux-être. Oui, alors il y a un documentaire qui a été réalisé récemment donc, sur la salle de consommation à moindre risque de Liège. C'est un film d'Alexandra Candy-Longuet. Son titre, c'est « Chasser les dragons ». Et donc c'est le fruit d'une immersion de plusieurs semaines dans cette salle de consommation. On va diffuser 2 extraits dans cette émission. Et on commence par celui-ci. C'est le tout début du film. Et c'est la procédure d'inscription. Et vous allez tout de suite la comprendre, la bienveillance qui règne dans ces lieux. Donc ici, c'est les heures d'ouverture de la salle. On est ouvert 7 jours sur 7, donc même le 1er janvier, les jours fériés, tout le temps. Donc la seule condition pour laquelle on pourrait vous refuser l'accès aux salles, c'est si par exemple on voyait que vous étiez trop imprégné, on peut vous dire de patienter ou d'aller à l'inhalation ou de revenir plus tard, donc par rapport à ça. Donc là on demande à ce que les personnes restent 10 minutes après la consommation, c'est pour voir si tout se passe bien, mais le temps que vous fassiez... Pas qu'il y a un malaise. Oui, tout à fait. Donc le temps que vous faites votre casier, les 10 minutes sont vite passées. Hein. Donc ici, c'est tout ce qui est interdit au niveau de la salle. Et par rapport à ça, on a fait une échelle de sanctions. Je mets mon nom. Là, vous pouvez signer ici, voilà. Parfait. Merci. Est-ce que vous prenez un traitement tous les jours? Un méthadone. Oui. Votre dosage? 70. Oui. En sirop, en gélule? Oui. Vous l'avez prise aujourd'hui? Oui, au matin. Au matin, d'accord. Là, c'est par rapport à votre consommation. Vous consommez de l'héroïne? Non, plus pour le moment. Non. La cocaïne? Oui. Vous sauriez me dire à quelle fréquence? Pour le moment, ça faisait 3 semaines que j'en avais plus pris une fois, sur 3 semaines. Mais bon, auparavant, j'étais en prison et puis auparavant, j'en prenais plus, quoi. Donc c'est occasionnellement, plutôt? Ouais. Mais j'en ai pris tellement que... Et la cocaïne, c'est en injection? Ouais. Vous fumez du crack? J'ai déjà payé, mais je ne fume plus. Et voilà donc un entretien complet et on voit une prise en charge globale. Nicolas Leonardi, l'état de santé des personnes qui fréquentent votre maison d'accueil et qui peut-être iront à la salle de consommation, c'est un état de santé très fragile? Oui, c'est une population qui cumule les vulnérabilités, donc forcément au niveau somatique et psychologique, c'est souvent assez précaire. Ce que j'apprécie dans cet extrait, c'est qu'on voit, je trouve, au travers des questions toutes simples, toute la dignité dans la prise en charge. Je veux dire, en rien, ça ne banalise l'usage des produits. Comme vous le savez, il y a une loi fédérale qui pose un peu problème pour ce genre d'ouverture de dispositif parce qu'il y a... C'est
c'est interdit en Belgique de faciliter, c'est le terme, l'accès aux drogues. Et je trouve que dans cet extrait, on voit bien qu'il n'est nullement question ni de complaisance, ni d'apologie de la consommation, mais bien d'un encadrement tout en dignité. Donc, alors justement, j'ai pu m'entretenir avec la réalisatrice Alexandra Candy-Longuet. Je vous propose de l'entendre, puisqu'elle a vécu donc ce travail pendant de longues semaines. Et ce qui l'a surpris, effectivement, c'est qu'il n'y avait pas de jugement des personnes qui fréquentent la salle. En apparence, le lieu est froid et en réalité, il y a une humanité très très forte dans ce lieu et une grande écoute. Et voilà. Et cette façon de ne pas juger l'autre, elle est assez unique, quoi. Et une façon aussi pour l'équipe de se remettre en question, de s'interroger sur leurs pratiques, de se remettre en question toutes les semaines et de s'adapter. Ça, c'est aussi des choses qui m'ont tout de suite interpellée. Oui, et donc Éric Husson, l'idée, c'est aussi de considérer ces personnes comme des malades chroniques. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que les parcours d'addiction sont des parcours qui souvent sont des parcours longs. Souvent, les gens rencontrent le produit dans une période de leur vie qui n'est pas simple. Ils trouvent dans le produit une réponse. Ensuite, essayer de construire d'autres modalités de réponse que l'usage de produits est quelque chose qui prend du temps. Qui se travaille en équipe, qui se procède d'étapes et on peut dire qu'on a des usagers, des patients qui arrivent à sortir et à construire des trajectoires de sortie grâce à la prise en charge psychomédico-sociale. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps et je dirais que cet espace, cette salle de consommation va être aussi un lieu de remise en question. On parlait de remise en question des équipes, mais je pense aussi de remise en question de son rapport au produit pour les usagers, au fil des passages et au fil de leur évolution, dans le lien qu'ils vont tisser avec les professionnels du lieu. Alors on précise bien, on ne va pas vendre de la drogue dans la salle de consommation à moindre risque, mais on pourra en consommer. Mais finalement, on pourra peut-être juste en consommer. Alors, comment va se faire, et je vous pose la question à vous, Nicolas, et peut-être à vous après, Bruno, de lentement aller vers essayer de convaincre la personne de passer à autre chose sans l'obliger, en fait. Comment ça se passe, ce processus-là ? Alors, c'est un processus, comme le disait Eric, qui prend du temps. Donc, c'est un travail d'écoute. Donc, c'est vraiment un travail de création de liens avec, au niveau des consommations et au niveau des postes de consommation, il y a un suivi infirmier et psychosocial qui est accompagné. Il y a l'ouverture vers les propositions vers l'ouverture vers les consultations psychomédicales organisées par la masse. Et il y a l'orientation possible, évidemment, via les centres ambulatoires de première ligne, de deuxième ligne, l'ambulatoire qu'on appelle 0,5. Et donc ça peut être un parcours qui peut s'étaler sur de très 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 longues années, quoi. Tout à fait. Ouais. Et alors, par rapport à ce que disait Eric aussi, il faut se rendre compte qu'on a développé à la Masse de Bruxelles une grande expertise pour les patients atteints de polytoxicomanie, mais il y a quand même beaucoup de nouveaux produits qui arrivent sur le marché pour lesquels on a moins une grande expertise, et cette salle de consommation à moindre risque bruxelloise sera aussi une sorte de, peut-être pas laboratoire, mais sera utile en termes de veille sanitaire organisée par Transit et par nous-mêmes pour voir un peu les habitudes de consommation et ce qui arrivera comme consommation à la salle. Oui, on parlait de changement d'habitude de consommation. Donc on dit moins d'héroïne, plus de cocaïne. Maintenant, quels sont les nouveaux modes de consommation, Éric Husson, actuellement, ici en région bruxelloise ? Disons que ce que nous, on rencontre dans les services à bas seuil d'accès, on travaille avec des populations très précarisées, très vulnérables, parfois dans des parcours, des trajectoires d'exil en Europe. Et on a un public qui aujourd'hui est très porté sur le crack. Donc on donne beaucoup de pipes à crack comme matériel de réduction des risques et moins de seringues en fait chez nous. On a aussi un mésusage de certaines molécules comme le Rivotril, le Lyrica, qui sont des médicaments en fait détournés de leur usage de base et qui sont des drogues de rue à Bruxelles, mais aussi à Alger, à Marseille, à Rome, enfin voilà, dans toutes les grandes capitales européennes, on retrouve plus ou moins les mêmes phénomènes.
et sont des phénomènes de consommation qui sont souvent fort intriqués avec des phénomènes de pauvreté et de précarité, et pour lesquels pour les usagers, mobiliser pour eux des trajectoires de sortie va être plus compliqué, parce que quand on ne peut pas avoir accès à un revenu, à un logement ou à un programme de réinsertion parce qu'on est en situation d'exil, d'errance, qu'on est sans papier, c'est très compliqué de sortir de cette routine de la consommation qui va souvent servir à de l'apaisement, en fait, pour des psychismes en difficulté. Oui, et il n'existe pas de traitement non plus pour tous les types d'addictions, Nicolas Leonardi. De substitution, non, malheureusement. Ouais. Et donc là, les problématiques de crack et de cocaïne, comme ça a été évoqué, c'est très très complexe, et ce sont surtout des consultations qui prennent beaucoup de temps. Alors justement, vous parliez de cette importance de l'écoute tous ici sur ce plateau. On le voit en fait dans ce nouvel extrait du documentaire Chasser les dragons. C'est un dialogue entre un usager et un des membres de l'équipe. Ce que je voudrais tout simplement avoir une vie normale, retravailler, avoir un logement. Et je sais très bien que par où je passe pour le moment, ce n'est qu'une passe. Parce que j'ai le caractère assez fort pour à un moment donné dire stop. Déjà, l'héroïne, je ne prends plus. Alors que j'en ai pris pendant 10 ans. Maintenant, à mon avis, l'intra, je vais arrêter. Parce que à mon avis, le deuxième, je me suis loupé aussi. Enfin, j'ai quand même senti un peu, mais c'est parce que, voilà quoi, enfin, soit. Donc, si c'est pour tout le temps me charcuter, pour finir, je vais encore me retrouver à l'hôpital avec des abcès ou des bazars ainsi. Oui, ça c'est clair. Mais tu sais bien, nous, ici, quand les gens ont des difficultés pour injecter, on leur propose de passer à l'inhalation. Pour justement éviter... Voilà. Justement pour éviter de te charcuter, d'avoir des abcès, des risques de septicémie, voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Ah ouais. Arrangé, quoi. Et ça fait combien de temps que tu consommes? Une semaine? Même pas. Imagine-toi dans un mois. Dans un mois, j'ai un trou. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Ah oui, j'avais déjà vu. Mais ça va, j'ai l'avantage quand même d'être propre. Mais je m'étais juré de faire que dans mes bras. Et je sais très bien que c'est tellement fort que je vais peut-être passer aux jambes ou aux pieds, je sais pas. Le jour où tu as une envie de cure ou quoi que ce soit, ici, nous, on peut chercher avec toi, on peut te permettre de téléphoner, de prendre des rendez-vous de préadmission, ce genre de choses. Ça, c'est toi qui vois, en fonction d'où tu te trouves au niveau de la réflexion par rapport à ta consommation. Le problème, c'est que le produit, il est plus fort que tout. C'est ça le problème. Mais voilà, donc le produit est plus fort que tout. Et on voit très bien, là, Nicolas Leonardi, donc on propose, on discute, on n'impose jamais. Exactement. Vous choisissez bien les extraits parce que je trouve que ce qu'il a cité, le monsieur là, donc un monsieur qui cumule manifestement certaines vulnérabilités, et il a parlé déjà de 2-3 déterminants sociaux de la santé, donc le logement, le travail, et on voit bien, je trouve que la salle de conso, c'est un outil de réduction des risques comme un autre, en fait, comme disait Bruno tout à l'heure, comme les seringues, le partage des seringues, comme le housing first quand on facilite le logement. Donc c'est très intéressant de voir que ce genre de choses peuvent être discutées là-bas, justement. Ouais. Alors justement, par rapport à ça, là à Liège, elle est ouverte 7 jours sur 7. Ce ne sera pas le cas à Bruxelles dans un premier temps. Vous me disiez une ouverture 5 jours sur 7. Et comment faire, comment amener finalement à ce que ces personnes qui consomment fréquentent la salle de consommation? Déjà aujourd'hui, il y a une équipe qui travaille sur ce projet et qui est déjà en outreach. Transit, c'est une association qui existe depuis plus de 25 ans. On a une équipe de travailleurs de rue. Il y aura une équipe de travailleurs de rue aussi dédiée spécialement à la salle de consommation qui fait du travail de proximité, qui va au contact. Nous, on a travaillé déjà avec les usagers qui fréquentent Transit aujourd'hui, qui se trouve rue Stephenson. Donc Transit, c'est une autre structure de prise en Oui, charge. c'est un centre d'accueil d'hébergement pour usagers de drogue. On a travaillé avec eux sur le choix du nom de la salle, sur si un tel dispositif, en posant des questions. Ça s'appellera comment, par exemple? Gate. Ok, d'accord, oui. Et sur aussi la prise de conscience, leur demander s'ils se rendraient dans cette salle de consommation. Donc on a fait du travail avec eux, on les a sondés. C'est important de le souligner parce qu'ils ont une certaine expertise, les usagers. Et on compte aussi forcément sur ce qui se fait globalement dans le secteur. Quand ils ont un bon accueil, ils vont le dire
aussi à leurs compagnons de route, et c'est le bouche à oreille fonctionne. Mais il y a tout un travail de sensibilisation, et puis on le voit dans l'expertise qu'on a déjà aujourd'hui, lorsque les comptoirs ont été ouverts, d'échange de matériel, parce qu'on offrait un service qui permet à ces personnes de prendre en considération leur santé. Ils s'y adressent, ils ne sont pas irresponsables. Il faut qu'on ait des services adaptés pour qu'ils puissent exercer le droit à la santé. Et le lieu, comme salle de consommation, ce qui va aussi permettre, c'est de prendre du temps. Et donc, Eric parlait tout à l'heure du rapport au produit. Il faut imaginer que le rapport au produit, il est différent dans une salle de consommation. Parce que lorsque vous êtes dans l'espace public, pas forcément à l'abri des regards et aussi susceptible d'être contrôlé, vous consommez le produit de manière rapide, en prenant des risques souvent en termes de mode de consommation. Dans la salle qui est supervisée par une équipe, vous avez du temps, vous n'avez plus cette pression à la fois du regard ou d'être contrôlé, puisque ça reste un acte illicite. Vous avez le temps et le rapport au produit change fondamentalement. Et ce que les études à l'étranger montrent, notamment la dernière de l'INSERM au niveau de la salle en France, c'est que ça diminue les comportements à risque et a aussi sur une partie du public qui fréquente la salle une diminution en termes d'actes de consommation globalement. Oui. Alors vous, Nicolas Leonardi, vous le savez bien, hein, ce type d'installation suscite généralement des craintes dans le voisinage. Vous vous êtes installé juste en face. Il y a eu des réunions avec les riverains qui ont précédé l'ouverture de cette salle et donc forcément ça a entraîné des réactions. Comment on fait pour rassurer les gens qui vont se dire ça va amener un public dont le quartier n'a pas besoin? Alors d'abord, il faut les écouter, bien expliquer, ça passe vraiment par de la communication. Transit justement a beaucoup travaillé sur ces questions de préparation. Il y a toujours des inquiétudes, comme vous dites, ça va ramener une certaine population. Oui, et vous qui êtes implanté dans le quartier, nous on a tendance à leur répondre que justement, comme ça va probablement, comme le disait encore Bruno tout à l'heure quand on préparait l'émission, ça va plus encadrer. Il y a tout un travail de rue et un travail de prévention, un travail de promotion de la santé qui va se faire dans le quartier, dans le voisinage. Il y a toutes des équipes de prévention qui seront là. Il y a quand même, on a un soutien de la police, des associations de prévention. Donc je pense que aussi, ce n'est pas pour cette salle et nos institutions n'ont pas été implantées là par hasard. C'est que c'est des endroits dans Bruxelles où il y a des scènes de consommation ouvertes en plein air. Et donc, c'est quelque chose que les riverains doivent comprendre. Ouais, et pour vous, qui êtes actif dans plusieurs quartiers de Bruxelles, c'est une chose à laquelle vous êtes encore confronté aujourd'hui, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que vous êtes actif dans ce domaine. Non, donc je pense qu'il y a à chaque fois une réaction des riverains, des habitants, quel que soit le dispositif d'ailleurs. Après, je pense que le dialogue, l'écoute, la participation aussi des usagers à ce dialogue participe à la pacification des relations entre les dispositifs, les riverains et les usagers. Et je pense qu'en ouvrant ce type de dispositif, quelque part, on contribue à produire du vivre ensemble. Alors, c'est peut-être compliqué au début, mais après, les gens se connaissent, deviennent déambulent dans le même quartier, se saluent, apprennent à se respecter. Et ce qu'on voit quand même dans les autres villes et dans les autres salles, c'est qu'il y a une contribution souvent des salles et des usagers à la tranquillité, à la propreté, à la qualité de vie dans le quartier. Et ça, c'est important à encourager. Je pense que mes collègues ont ça en tête dans le développement du parce qu'il y a un règlement, effectivement, un règlement d'ordre intérieur. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas dealer, on ne peut pas consommer à proximité de la salle. Et vous ne faites pas ça seul, puisqu'il y a une collaboration avec la police et le parquet. Vous pensez qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre étaient demandeuses d'une infrastructure comme celle-là? Ah oui, il y a déjà eu pas mal. Il y a du soutien au niveau des chefs de corps parce que ça offre une solution aussi pour eux, pour aiguiller les consommateurs vers un lieu spécifique supervisé plutôt que de les laisser en rue. Ça paraît paradoxal parce que la consommation reste interdite et la vente reste interdite. Alors la consommation est interdite parce que ça relève de la loi de 1921 sur les stupéfiants. Il y a eu tout un débat là-dessus. C'est une loi centenaire, donc qui a été prise dans un contexte qui n'était pas celui d'aujourd'hui, et notamment l'article 3 qui incrimine l'ouverture d'un local en vue de faciliter l'usage a été pris pour lutter contre les fumeries d'opium à l'époque. Donc le Tintin et le Lotus Bleu, on n'est clairement pas là-dedans. On est dans un dispositif sociosanitaire
socio-sanitaire. Donc ça montre quand même que la loi est quelque peu surannée. Alors ça peut paraître paradoxal, la question est qu'on n'autorise pas la consommation, elle est tolérée par une... La police va considérer ça comme directive du parquet, c'est de ne pas contrôler ou de ne pas dresser procès-verbal pour une personne qui se rendrait à la salle de consommation avec une faible quantité de produits à consommer. Sinon, évidemment, ce serait facile pour faire du chiffre et on louperait l'effet socio-sanitaire du dispositif. C'est pour ça que ça a été... c'est un projet qui n'émane pas... seulement du secteur, c'est une volonté politique, mais ça a été un travail de concertation avec le parquet, la police, le CPS et toutes les forces vives qui gravitent autour de ce projet. Donc c'est un projet mûrement réfléchi et il a fallu évidemment que le parquet considère que dans sa politique de poursuite, c'était pas un problème de accepter de laisser circuler les personnes pour se rendre au dispositif. Et alors, pour revenir sur les riverains, très rapidement, il y a un point d'attention très particulier sur la zéro tolérance du deal à proximité. Parce que c'est une crainte souvent qu'ont les riverains, mais enfin, vous créez un dispositif où il y a une forme de tolérance de la consommation, mais forcément, c'est une aubaine pour les petits entrepreneurs du trafic illicite. Ben non. Parce que là-dessus, par exemple, la police a des recommandations, c'est vraiment une tolérance zéro. Donc, il n'y a pas de crainte de se voir développer une plaque tournante du deal à proximité de la salle de consommation. Ben voilà, c'est ainsi que prend fin cette émission. Merci d'être passé sur ce plateau pour échanger votre expérience. Et donc, on suivra ça. On a hâte de visiter, nous, les équipes de Télé Bruxelles, cette salle de consommation à moindre risque qui ouvrira donc au plus tard fin mars, on l'espère. Merci d'avoir été sur ce plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. À bientôt. Portez-vous bien.